à tous, on est de retour sur Basket Session Reverse. À mes côtés, Théo et Shai. C'est pas le rendez-vous du samedi, mais c'est quand même un deuxième ce à quoi il fallait répondre cette semaine, ou le premier de la semaine en attendant celui de samedi. Bref, vous avez suivi, en tout cas vous arrivez à suivre, j'espère. Et si vous êtes perdu, bah écoutez, allez checker les vidéos sur la chaîne YouTube, et peut-être qu'après en avoir vu certaines, vous comprendrez. Quitte à faire dans la promo, j'en profite, j'enchaîne en pure impro. Les rimes, c'était pas volontaire. Pardon, pardon. Tellement fort cet Antoine Pimel. Pardon. Mais bref, tout ça pour dire que le MOOC est toujours disponible sur basketsession.com. Les préventes sont passées, sont terminées. Mais le MOOC est encore disponible, comme je viens de le dire, il y en a encore en stock, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est le MOOC Small, je vois qu'il est derrière Théo, et Théo, je vais te laisser la parole, parce que si je continue, je vais m'enfoncer encore plus profondément. Vous savez pas, mais on a déjà refait cette intro, parce que c'était catastrophique. Allez, j'arrête de parler. Ciao les gars. Et tu me passes la parole à moi en plus, alors que j'ai absolument rien à dire, sauf qu'effectivement c'est le MOOC Small, voilà, sur les joueurs de petite taille ou qui étaient sous-dimensionnés pour leur poste en tout cas. Yes. Et bah écoute, maintenant je propose qu'on passe la parole à Shai, qui va nous poser des questions, et j'essaierai de dire moins de conneries. C'est ça. Oui, on refait un CQFR, enfin ce à quoi il fallait répondre, parce que vous nous avez encore envoyé 1 milliard de questions et qu'on s'est dit que ce serait dommage de pas les traiter. On pourrait presque faire un média où on répond juste aux questions des gens et on arrête de taffer, les gars, je pense. Tellement ça pourrait être pas mal, une chaîne juste pour répondre aux questions des gens. On va y penser un jour, mais en attendant, on en a pas mal, on en a sélectionné encore quelques-unes pour ce jour. Et on va commencer avec un Antoine, pas Antoine Pimel. Toujours pas. Un Antoine V, qui a une question concernant LeBron James. Je ne changerai pas la tradition de vous remercier sincèrement pour votre boulot. Pas une journée sans vous écouter dans ma voiture. Du coup, j'adore conduire. J'aimerais avoir votre avis sur le bilan de LeBron James aux Lakers depuis la saison 2019. Année 1, pas de playoff. Année 2, titre de champion dans le contexte très particulier de la bulle, avec la possibilité de se reposer pendant 4 mois avant de ne jouer que 25 matchs pour gagner le trophée. Année 3, battu au premier tour des playoffs. Année 4, pas de playoff. Année 5, finale de conférence perdue 4-0 après une 7e place en régulière. Pour moi, la seule année réussie. Année 6, battu au premier tour des playoffs par les Nuggets, plus vainqueur du tournoi de mi-saison. Année 7, difficile d'imaginer une place dans les 6, donc 6 qualifs en playoff, un premier tour très compliqué. Je pense qu'il ne restera de son passage que son statut de meilleur marqueur all-time et le cirque avec son fils. Pour le numéro 2 au classement du GOAT, personne ne dépasse MJ pour moi, je trouve ce bilan plutôt mitigé. Qu'en pensez-vous ? Je suis pas aussi critique. En fait, pour moi, à partir du moment où il a gagné, il a rempli son truc. Tout le reste derrière, c'était du bonus. Et t'as des joueurs, ils passent 15 ans dans une franchise, ils gagnent pas. Lui, il est venu aux Lakers en vendant une espèce de narrative. Bon, déjà, il venait à Los Angeles. Sa venue aux Lakers, elle dépasse largement le cadre du sport. Et je continue, vu que je suis en mode promo. Il est toujours dispo, le MOOC Los Angeles, Théo? Oui, il en reste quelques-uns. Ok, il en reste quelques-uns. Pas Dans beaucoup, le MOOC Los Angeles, pour le coup, c'est moi qui avais créé cet article, donc je m'en souviens un petit peu. Voilà, on se moque toujours de moi parce que je me souviens pas de mes articles, mais celui-là, je m'en souviens. LeBron, il vient à Los Angeles pour plus que les Lakers. Il y a un cadre, un contexte familial, etc., business, politique, ce que tu veux. Mais sur le plan sportif, il a vendu je rejoins une franchise de légende, j'inscris mon nom dans la légende, je passe derrière les Kobe, Shaq, Magic, Karim, tout ce que tu veux, mais par contre, je vais venir et moi aussi, je vais être une légende avec les Lakers. Alors oui, dans le lot, peut-être qu'il y aura 6 saisons qui sont un peu en demi-teinte ou marquées par d'autres choses, mais il a quand même remporté son pari, en fait. Il est venu, il a gagné un titre. Et c'est pas si simple de gagner un titre avec les Lakers, déjà. Il est, pour moi, sur la fin de son prime au moment où il y va. Il arrive quand même à gagner, oui, dans un contexte, mais quoi qu'on en dise, faut aller le chercher, ce titre, en fait. Tu vois, il faut aller le chercher. Et en plus, le pari, c'est que derrière, tout de suite, il pousse pour Anthony Davis. Anthony Davis vient, ça marche direct. Peu importe ce qu'ils font, il a battu le record de meilleur. Voilà, ça a été cité mais par Antoine, mais et il est devenu meilleur marqueur de toute l'histoire avec le maillot des Lakers. Il va finir avec plus de 40 000 points, peut-être 10 000 rebonds, 10 000 passes en carrière. Tout ça, ça sera la fin avec le maillot des Lakers. Il a battu d'autres records avec le maillot des Lakers. C'est une légende, c'est devenu une légende des Lakers en fait. Après oui, les bilans collectifs ils sont décevants, mais je pense que la bague en fait justifie tout. C'est comme Yanis, peu importe comment ça se terminera avec Milwaukee, si un jour ça se termine, il aura gagné avec les Bucks en fait. Tu vois que tu le veuilles ou non. Donc moi je pense que son bilan il est bon en fait. Ouais, moi je suis un peu de ton avis. Je pense
Enfin, je vais commencer par mettre un bémol et puis après je vais revenir sur ce que je partage dans ton avis, Antoine. C'est que c'est une légende des Lakers parce que c'est un joueur légendaire. Pour autant, pour moi, il se situe pas parmi les plus grands Lakers de l'histoire. Par contre, je partage complètement ton avis sur les venus, il a gagné. Et il faut voir aussi comment cette équipe a gagné. C'est-à-dire ils ont tenté le tout pour choper Anthony Davis. Ça leur a permis de gagner un titre. Donc pour moi, ça valide quelque part tout ce qui a été sacrifié. Tous les clubs seraient prêts à tout sacrifier pour gagner ne serait-ce qu'un titre. Donc pour moi, ça justifie ça. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant finalement que les Lakers aient eu du mal à perdurer parce que cette équipe, elle était pas construite pour pouvoir enchaîner les titres les uns après les autres. Ça aurait été possible si ça avait été avec un effectif, avec du talent, enfin plusieurs joueurs vraiment de talent jeunes qui allaient encore progresser à mesure que LeBron allait baisser de pied. C'est pas comme ça que cette équipe des Lakers a gagné le titre dans la bulle. Donc moi c'est pareil. Je pense que son bilan est bon. Je suis pas surpris qu'il y ait pas eu plus d'un titre au final, mais ça me semble bien quoi. Moi, j'ai un sentiment un peu mitigé quand même. Parce que, oui, tout ce que vous avez dit est juste, hein, c'est-à-dire qu'il a remporté un titre, donc on va s'en souvenir, ça restera quand même dans l'histoire, c'était un titre un peu particulier. Je me demande quand même, au vu de ce que notre auditeur a énuméré, ce qu'on penserait s'il n'avait pas gagné ce fameux titre. Qu'à titre personnel, je suis peut-être Ouais, négatif. évident. Bien sûr, ouais, je suis peut-être un peu négatif et je suis pas. Je pense vraiment que le format et la façon dont se sont passées les choses ont arrangé les Lakers. Ça ne veut pas dire que c'était simple de gagner derrière. Attention, hein, c'est extrêmement dur. La preuve, plein d'équipes qui se sont loupées dans la bulle et avec tout ce contexte-là. Donc bravo à eux d'avoir gagné. Par contre, je pense vraiment que sur une saison, sur un format classique, et on l'a vu avant et après, ils n'y seraient pas arrivés en fait. Et du coup, si LeBron il fait toutes ces années-là aux Lakers, au final, ça fait quand même un petit paquet de temps qu'il y est, et qu'il n'y a pas de titre au bout, et qu'il y a la plupart du temps des campagnes décevantes en playoff, voire parfois pas de playoff, avec des gros risques pris pour la construction de l'effectif. Moi, j'ai un sentiment un peu mitigé. En fait, c'est plutôt que j'ai l'impression qu'il y avait peut-être moyen, ou pas, hein, je me trompe peut-être, mais de faire mieux, que ce soit au niveau de la construction de l'équipe, auquel cas, là, c'est pas LeBron qui est directement impliqué. Hein. On a beau dire qu'il influence, c'est pas non plus le GM officiel de l'équipe. Oui, et sur le bilan, quoi, ouais, sur le nombre de participations au final et tout ça. Alors, il reste du temps, mais je suis pas très optimiste sur le fait de les revoir disputer des finales. Donc, moi, j'ai un sentiment un peu mitigé et je pense vraiment que là, ce titre, ça sauve un peu ce passage. Donc, lui, son objectif, il est réussi parce qu'au niveau du business et tout, c'est parfait. Il a pu faire ce qu'il avait à faire. Sa famille est sans doute très, très heureuse d'avoir pu aller à Los Angeles et il a gagné là-bas. Et il a battu le record de points là-bas avec le maillot des Lakers. Donc, en ça, l'opération, elle est réussie. Mais pour répéter ce que dit Tho, je verrai jamais LeBron comme un joueur des Lakers, paradoxalement, alors que au final, selon le nombre d'années qui lui reste, il va peut-être passer plus de temps là-bas que. Alors peut-être pas qu'à Cleveland, il faudrait que je regarde, mais en tout cas, il y passera beaucoup de temps, mais je le verrai jamais vraiment comme un joueur ou une légende des Lakers, en fait. Donc voilà. Mais après, Vas-y, Antoine, vas-y, pardon. Non, vas-y Théo. Ouais, non, j'allais dire, je comprends ce que tu dis, Chat, et je pense qu'on est tous les trois d'accord que on l'avait dit même dès le début, en fait, de la bulle, que c'était le format parfait pour les Lakers. Ils avaient limite, Anthony Davis n'aurait pas le temps de se blesser avant d'être champion NBA, c'était parfait. Ouais. Mais tu vois, c'est de la même manière que si Kawhi Leonard rate pas ses lancers francs en finale en 2013, le Heat gagne qu'un seul titre. Au bout du compte, le Heat en a gagné deux, et derrière, on n'y repense jamais, tu vois. Je me rappelle, je crois que c'est toi qui en parlais, Antoine, de l'Astérix dont Phil Jackson avait parlé après le titre des Spurs en 99. Aujourd'hui, personne se dit mais en 99 il y avait le lockout, ce titre il compte pas autant que les autres pour San Antonio, et c'est un peu ce que disait Antoine, les titres, voilà, une fois que tu les as pris, hein, tu t'en fous de la manière. Bien sûr. Et effectivement, au bout du compte, c'est dans son CV, il l'a pris, donc je suis d'accord sur les choix. Je suis d'accord sur le fait qu'il y avait moyen de faire mieux. Je sais pas s'il y avait le moyen de faire tant de finales que ça en plus. Par contre, oui, il y avait moyen de faire mieux sur la construction de l'équipe. Mais ça, malgré l'influence qu'on prête à LeBron, je mettrais pas ça sur le dos, quoi. Mais tu vois, bien sûr que là, aujourd'hui, tu fais un classement des plus grands Lakers de tous les temps. Magic, Kobe, Shaq, il y a plein de Karim, Jerry West, il y a plein de mecs qui seront devant LeBron, tu vois. Mais quand je dis être une légende des Lakers, c'est plus, ces gars-là ont gagné, moi aussi j'ai gagné. Mais il ne faut pas oublier une chose, parce que bien sûr, pourquoi son passage aux Lakers, il est peut-être pas comparable à ceux de Shaq, Kobe, etc. Prends les 7 dernières années de Kobe.
Ouais, elles Prends sont les dures. 7 dernières saisons de la carrière de Kobe, en fait. Alors, 7 dernières, ça mène peut-être au titre de 2010, il doit rentrer dans le lot. Mais tu vois ce que je veux dire? LeBron, il a joué jusqu'à 40 piges. Il va jouer enfin, il joue encore à 40 piges. Il est arrivé aux Lakers. Et, tu sais, normalement, comme j'ai dit, c'était la fin de son prime, tu vois. Tu peux pas comparer la fin du prime d'un joueur et te dire, bah, pourquoi il a pas gagné 3 titres? Ah, mais qui gagne 3 titres, tu vois, en ayant 33, enfin 34, 35, par Jordan, tu vois, qui kiffe, c'est compliqué, quoi. Donc on est sur la fin de son prime. Moi, je suis. Après, bien sûr, enfin, tu l'as dit, s'il n'y avait pas eu ce titre, mais s'il n'y avait pas eu ce titre, en fait, ça change tout le reste. C'est pour ça, moi, mon postulat de base, c'est de dire, bah, le titre, il t'annule peu importe ce qui se passe autour. Il y a eu le titre et c'est presque tout ce qui comptait, quoi. Ouais. Question suivante de Larry B de Chablis. Larry Fél- B, c'est bon ça. Larry B de Chablis, absolument. Félicitations pour vos podcasts, bravo de tenir ce rythme effréné. Je suis en train de regarder le Bucks Celtics en prime time français et plutôt que d'hurler seul devant ma télé ou de dégonfler des ballons pour faire passer ma frustration, je saisis mon téléphone pour vous écrire. À 2 minutes de la fin du premier quart, Boston a déjà pris 16 tirs à 3 points, sans grande réussite en plus. Connaissant la grande inventivité des coachs NBA, on peut aisément imaginer que toutes les équipes joueront de cette manière d'ici 2 ans. Il n'y a qu'à voir l'évolution du nombre de tentatives à 3 points depuis la reprise. Et j'avoue que cela m'inquiète car je ne prends aucun plaisir devant ce basket. D'où ma question. Pensez-vous comme moi que nous entrons dans un cycle mortifère pour la NBA avec un style de jeu caricatural et une retraite des superstars? Cela me rappelle un peu la période post-Jordan, star en carton et jeu minimaliste qui s'est arrêté pour moi avec les Suns de D'Antoni sur jeu rapide et pick and roll. Merci à vous et continuez comme ça. Et il nous précise, du coup, pour parler de ça, du fait qu'il y a beaucoup plus de tirs à 3 points, que les Warriors de 2016 tentaient en moyenne 31,6 shoots à 3 points par match. Je te laisse, vas-y Théo, je te laisse commencer. Ça m'inquiète pas tant que ça, en fait, honnêtement, parce que je pense déjà que la construction de l'équipe des Celtics est vraiment particulière. Alors oui, il y a des tirs à 3 points, il va y en avoir encore, ça va continuer, ça c'est sûr. Moi, finalement, c'est pas tant les tirs à 3 points qui me gênent parfois, c'est la manière dont on y arrive. C'est-à-dire que ce qui me fatigue, effectivement, c'est de voir des équipes faibles passer la ligne du milieu de terrain et s'arrêter, prendre un tir tout de suite ou faire une première passe et prendre un tir à 3 points et ça repart derrière. C'est le même résultat et derrière, tu dis, mais ça mène nulle part. Votre équipe, elle est pas faite pour ça. Ça me gêne. Le jeu des Celtics, il est pas, je trouve pas, je me relève pas la nuit pour le, enfin comment dire, c'est pas celui qui me fait le plus vibrer. Par contre, j'aime bien parce qu'il est quand même basé sur la qualité des joueurs, leur capacité à pénétrer, fixer données. Et il y a des moments où c'est vraiment beau, je trouve, le jeu des Celtics, quand justement ils sont dans la recherche de fixation intérieure avant de ressortir. On en avait parlé pas mal pendant leur parcours en playoff l'an dernier. Et on voit effectivement que la limite, c'est quand la balle ne fait que circuler en périphérie. Mais ça, les Celtics peuvent se le permettre parce qu'ils ont cet effectif-là, en fait. Et je suis pas sûr que ça soit si facilement réplicable et que ça soit si facile de se dire on va jouer comme ça et on va être champion NBA ou on va être contender. Donc c'est pour ça que je suis pas si inquiet que ça. Et je fais un parallèle parce qu'on en avait parlé un petit peu en off là sur le nombre de tirs à 3 points pris par Anthony Edwards. Certains disaient qu'il prenait trop de tirs à 3 points. Vu ses pourcentages maintenant, je trouve pas ça un problème non plus pour Anthony Edwards. D'autant que là, c'est le début de la saison. Pour l'instant, les équipes adverses lui laissent beaucoup d'espace. Il rigolait en disant que les mecs continuent à passer sous les écrans. Au moment où ils vont commencer à défendre plus fort sur le tir à 3 points, ça va lui réouvrir tous les espaces qu'il est capable d'attaquer et d'exploiter. Donc je pense que je suis pas particulièrement inquiet en fait par rapport à ça. Moi non plus. Puis je me dis qu'il y aura en fait toujours une autre évolution du jeu, voire même que c'est un changement de règle, quelque chose. Tu vois, on parlait l'autre fois, je crois que c'était dans un CQFR, on nous demandait pour les règles FIBA qu'on aimerait voir en NBA, notamment la capacité, les 3 secondes dans la raquette, tu vois, autoriser les 3 secondes dans la raquette en NBA. Il y aura des choses qui vont faire évoluer le jeu, il y aura d'autres mouvements. Et il y a toujours des équipes qui jouent bien, en fait. Il y a toujours des équipes qui sont agréables à voir jouer, même si elles cherchent finalement beaucoup le 3 points. Et encore, c'est relatif. Les Celtics, c'est quand même une exception, comme tu l'as dit. Je suis allé voir, du coup, pendant ce temps, les stats. Les Celtics, c'est vrai qu'ils en prennent 51 par match. Ils sont très, 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 très loin devant tout le monde. Et je ne suis pas convaincu qu'effectivement tout le monde puisse reproduire exactement le même setup. Il y a peut-être des équipes qui chercheront à le faire. Peut-être que ça continuera, le nombre de 3 points à augmenter. Mais il y aura aussi des adaptations. Et le basket, je pense, c'est perpétuel. C'est un sport et un jeu qui évolue constamment. Donc je me fais pas trop de soucis non plus, franchement. Et pour les pas de superstar, c'est dur, hein. Franchement, cette phrase-là, elle m'a fait un peu tiquer.
bien sûr qu'après la retraite de Jordan, il y avait cette recherche de qui sera le prochain, etc. Mais tu vois, encore une fois, c'est comme pour le titre des Lakers. Après, il y a du recul et tu te mets à apprécier ce qu'il y avait. Parce qu'aujourd'hui, Allen Iverson, Vince Carter, Tracy McGrady, Kobe Bryant, Tim Duncan, ils sont tous vus comme des icônes. Je pourrais te donner Paul Pierce, Ray Allen, Chris Webber. Je peux te donner une liste de superstars comme ça. Et tu dis, ah ouais, début des années 2000, c'était super chargé. Tu vois, c'est qu'une histoire de perception et quand le temps passe, on se met à mieux apprécier les choses. Je pense que là, il y a des vrais superstars dans cette ligue, des jeunes superstars. Que ce soit entre Victor Wembanyama, Luka Doncic, Giannis et Jokic sont encore jeunes. Jokic, aujourd'hui, sa carrière s'arrête aujourd'hui. Tu fais un top des meilleurs joueurs de l'histoire. Jokic, il est très, 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 très haut. Je sais même pas si à quel point on se rend compte, en fait. Tu vois, là, par exemple, de sa génération, qui est plus haut que Jokic? Personne. Et même de la génération juste avant Jokic, il y en a combien qui sont devant, tu vois, qui sont devant lui, à part peut-être LeBron et Curry. Et même Curry, la question, tu vois, il peut presque y avoir débat. Je l'amènerai pas comme ça parce que pas envie de me faire taper par les têtes, mais tu vois, il peut y avoir il est très 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 haut placé quand même dans le classement des meilleurs joueurs de tous les temps. Il y a des superstars et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Je vois les Américains sont déjà à fond sur Cooper Flag. Il y a Wembanyama, il y a Shea, il y a même Chet, va savoir. Bref, il y a du monde, tu vois. Ça n'empêche pas que peut-être à un moment, il y aura ce que la plupart des gens considéreront comme un trou ou une période de transition où on cherche un peu le nouveau visage, qu'il y aura plein de bons joueurs, mais peut-être pas un visage identifié des superstars galactiques là, comme LeBron, Curry et tout. Mais moi, je suis aussi plutôt confiant sur le fait que ça reste attrayant. Et après, quant au style de jeu, les 3 points, Théo, tu m'as enlevé les mots de la bouche, franchement, parce que c'est exactement ça, c'est la manière dont c'est pris. Tu as des prestations horribles à regarder parce que ça shoot n'importe comment. Et moi, je reparle toujours de ce match-là parce que c'est celui que j'ai vu en live et ça faisait longtemps que j'en avais pas revu un. C'est le match des Nets contre les Nuggets. Les Nets, ils ont pris 52 tirs à 3 points quand même dans le match. On pourrait se dire, c'est n'importe quoi, ils ont artillé dans tous les sens. Mais là, si je regarde le match, ça a toujours bien circulé. C'était des vrais circuits de passe. Il y avait une façon de faire, une logique dans ce qui était fait. C'était pas juste pour dégainer, quoi. Et ils ont eu un bon pourcentage en plus. Donc, moi, ça me convient très bien, en fait. Si c'est des tirs bien pris, qui a un style de jeu vraiment identifié, et que c'est pas juste, allez, le premier qui a 2 mètres pour tirer, il y va, voilà. Donc, moi, c'est pareil. Non, je suis pas plus inquiet que ça, honnêtement. Et ça m'amène du coup à une autre question qui est un peu, qui est un peu liée, parce que notre auditeur précédent était un peu chagriné, il avait peur de se désintéresser de la Ligue. Pierre-Louis nous demande, donc il nous dit, qu'est-ce qui pourrait vous faire arrêter de regarder le basket et la NBA? Je suis conscient que concernant Rivers, il s'agit de votre métier. Toutefois, la question s'adresse à tout le monde, donc à vous également. Personnellement, j'ai 36 ans, je suis artiste, musicien et entrepreneur, donc j'ai une vie particulière avec un emploi du temps spécifique et beaucoup de temps devant moi. Je regarde le basket depuis les années 90, toutefois désormais, je regarde surtout les analyses des journalistes, toutes les news, les résumés, mais pas vraiment les matchs en direct la nuit. Donc il nous explique qu'il est au courant de tout, mais qu'il se contente quand même généralement de regarder plus les résumés qu'autre chose. Si tu rates l'actu quotidienne, il n'y a plus trop d'intérêt à tout regarder a posteriori. Lorsque j'étais jeune, j'adorais le foot. Maintenant, je suis capable d'en parler en société. Mais au-delà de ça, ça m'intéresse très peu. Alors, il nous dit quand même qu'il est toujours intéressé par exemple, le derby grec en Euroleague dernièrement, c'était fantastique. Mais il n'est pas sûr de toujours aimer la NBA. Pour toutes les raisons qu'il a évoquées avant. Qu'en est-il pour nous? Est-ce que vous, en tout cas, il y a quelque chose qui pourrait vous faire vous désintéresser en dehors vraiment du cadre du travail? Parce que, évidemment, tant qu'on travaille là-dedans, on ne va pas se dire qu'on s'en désintéresse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vraiment vous rebuter totalement et vous dire non, c'est plus pour moi, quoi? C'est la NBA, hein. La question, c'est vraiment sur la Ouais, NBA. c'est la NBA, ouais. Moi, je pense que c'est quand même les règles qui pourraient me faire... Les moments où je me suis le plus désintéressé, c'est quand, effectivement, les défenseurs pouvaient plus du tout toucher les attaquants. Je trouvais ça vraiment problématique. Là, il y a un rééquilibrage qui est bien plus intéressant, je trouve. Mais je pense que c'est surtout ça, en fait. C'est tant que les matchs sont disputés, que la défense peut jouer son rôle, que les joueurs sont obligés d'être créatifs pour gagner. Et j'ai du mal à voir... j'ai du mal à me voir me désintéresser tout à fait de la NBA. Après, encore une fois, c'est vrai que moi, je pense être plus passionné de basket que de NBA au bout du compte et que finalement, parfois, je peux trouver autant de kiff à regarder un match de U13 ou de, je sais pas, de région amateur parce que tu vois des choses intéressantes, des joueurs ou des joueuses qui, à leur niveau, sortent du lot. Ouais, moi, je pense être plus un passionné de basket
que de NBA. Sa question, après, sa question incluait quand même le basket, mais c'était parce que là, il développait un peu sur la NBA, mais sa Mais, question impliquait le basket quand même. mais sa question, c'était vraiment sur regarder ou sur s'intéresser? Je pense que c'était vraiment, ouais, bah, sans doute regarder. Je pense que c'est un peu des deux, parce que son explication était un peu longue, où il expliquait que parfois c'était aussi une question de temps, mais que en fait, il avait plus besoin vraiment de regarder les matchs en direct, mais avec les condensés de ce qu'il y avait à la télé ou les petits résumés de 10 minutes, ça lui suffisait, alors qu'avant, c'était plus, il prenait beaucoup plus de temps pour tout regarder, quoi, en fait. Moi, je me demande, c'est pas juste des méthodes de consommation qui changent, en fait. Tu vois, l'évolution de la société, on a l'impression d'avoir tous toujours moins de temps pour faire des choses. On est toujours un peu en mode speed et c'est plus. Parce que moi, le premier truc qui m'est venu en tête, bah, c'est le temps pour regarder. Mais Bien par sûr. exemple, si là, tu vois, si on bossait plus dessus ou quoi. Mais je pense qu'en fait, la NBA, je suis piqué. J'aurais toujours envie de connaître les résultats et de m'intéresser à peu près à ce qui s'y passe. Après, effectivement, peut-être qu'un jour dans ma vie, j'aurai moins de temps pour regarder, tu vois. Mais ça serait plus ma méthode de consommation qui changerait plutôt qu'une vraie perte d'intérêt. Moi, là où je peux faire un parallèle, c'est avec le foot, par exemple, où j'étais vraiment, vraiment très, très mordu, à la fois comme fan et même j'ai bossé un peu dedans. Et j'ai quand même eu un net désintérêt, en dehors de ce que je dis tout le temps. J'arrive pas à me détacher totalement des matchs de l'OM, parce que c'est un peu viscéral, c'est depuis petit. Et qu'il soit catastrophique ou bon, je suis obligé de regarder, que ça m'énerve ou pas. Je suis presque obligé soit de suivre en direct, soit de regarder, quoi, enfin de m'informer dessus. Mais par contre, j'ai eu un vrai, au niveau de mon intérêt pour le reste du sport, à la télé et tout, depuis qu'il y a des déséquilibres encore plus énormes qu'avant sur la force de frappe financière, sur la compétitivité, bah, c'est beaucoup moins intéressant. La Ligue des Champions, je m'en fous un peu, surtout quand Marseille la joue pas, et ça arrive très très souvent. Euh, Tu sais, en tant que fan de l'OL, toi aussi, tu sais Ça que fait longtemps voilà, que la Ligue des Champions voilà. est plus au programme. Mais je veux dire, les équipes maintenant sont tellement fortes, il y a un déséquilibre tel entre les meilleures équipes et le reste, qu'il y a moins de magie qu'avant, avec des exploits, des choses comme ça. Et pour le basket, alors c'est peu probable que ça arrive, parce que le modèle américain fait que c'est très difficile déjà de regagner un titre l'année d'après. Et parfois, il y a des équipes émergentes qui redeviennent compétitives. En foot, tu sais, tous les ans en Ligue des Champions, que c'est les mêmes équipes qui reviennent. Dans le championnat de France, alors en plus, le championnat de France, c'est encore plus spécifique, parce que tu as le PSG qui est vraiment une super puissance, qui a pu recruter à tout va et créer quelque part un déséquilibre. Donc là ouais, ça m'intéresse moins, en fait. Et si le basket se mettait à. Si on me dit, bah maintenant, il y a plus de règles, il y a plus de salary cap, il y a plus de choses comme ça, et que du coup, c'est toujours les deux mêmes équipes qui gagnent, c'est moins intéressant quand même. Avec les autres qui sont là juste pour histoire de dire qu'elles participent, quoi. Donc ce serait le truc qui me ferait m'en désintéresser un peu, ou m'y intéresser moins. Après, par exemple, je me suis beaucoup plus intéressé à la WNBA ces dernières années. J'ai toujours bien aimé, mais parce que les enjeux et le fait que c'était un peu une niche et que ça méritait, selon moi, d'être plus connu, j'ai un tout petit peu pris de recul sur la NBA par rapport à la WNBA. Mais ça, c'est plus au niveau des. Comment dire, c'est sur une période précise, sur une période donnée, quoi. Après, moi, j'ai déjà fait un burn-out de basket, hein, honnêtement, où j'en avais marre et j'ai continué à suivre pour des raisons principalement professionnelles, mais où je continue à regarder les matchs pour le taf, mais j'étais plus comme avant à regarder tout. Dès qu'il y avait du basket, j'étais devant le basket. Moi, ça a longtemps été comme ça. Et finalement, ça m'est revenu quand même. Tu vois, ça m'est revenu avec effectivement l'émergence de nouvelles stars, des évolutions dans le jeu, des évolutions aussi dans les règles qui ont permis de rééquilibrer un petit peu les choses. Et voilà, je pense que c'est normal aussi, quand on est passionné depuis aussi longtemps, il y a des moments tu découvres d'autres centres d'intérêt, ou ce que tu disais, Antoine, hein, qui est une vraie donnée, le temps, en fait. Le temps, moi, quand j'étais étudiant, voilà, déjà, on pouvait pas voir tous les matchs, donc dès qu'il y avait dès que tu pouvais voir du basket, que ce soit Euroleague, championnat de France, compétition internationale, WNBA, quand on commençait à pouvoir voir les matchs l'été, moi, je regardais tout ce que je pouvais. Maintenant, on n'a jamais eu autant accès aussi à pas simplement du basket, à tout, en fait. T'as accès à tout maintenant. T'as, je sais pas combien de séries qui sortent chaque semaine, des films, de la musique comme on n'en a jamais autant eu. Donc t'es obligé de prioriser un petit peu la manière dont tu utilises ton temps sur la planète, hein. Je parle même pas de vie de famille, voir des amis, etc. Mais ouais, je pense que, en tout cas pour le basket et la NBA, je pense que c'est plus cyclique. Il y a des moments où tu es plus pris, des moments où tu es moins pris. Et pour faire boucler et revenir sur la question de départ, là, au sujet de la question de tout à l'heure sur l'absence de stars, je vous rejoins, là, des stars, il y en a toujours, il y en aura toujours, en fait. Effectivement, quand tu dézoomes un petit peu, tu dis effectivement, dans l'après Jordan, il y a eu un moment de flottement. Le jeu c'était le summum du jeu en isolation,
avec des joueurs qui n'avaient pas le niveau d'un Jordan, donc c'était chiant à regarder. Mais après, tu regardes, c'était 3-4 ans, et après, ça repart sur d'autres dynamiques, quoi. Ouais. On a un auditeur qui va peut-être, lui, se désintéresser de la NBA, maintenant qu'il s'est aperçu du prix des places. Une question de Virgile qui nous dit: je pars aux USA en janvier et j'ai réservé des places NBA à Orlando et Miami. Je savais que la NBA était chère, mais pas à ce point. Pour être bien placé, premier anneau à peu près au milieu, j'ai payé environ $350 ma place et c'était loin d'être les places les plus chères. J'ai payé en tout $700 car ma compagne sera présente. Avec 2 matchs, ça revient à un peu moins de 1 500 €. Ma question est la suivante. Comment la NBA fait pour remplir des salles en vendant des places aussi chères pour des pauvres matchs de saison régulière? Il y en a tous les jours. Je suis touriste, donc peu importe, je paye, mais je refuse de croire que des gens habitant sur place payent ce prix tous les 2 jours pour voir des matchs random. Et il aurait dû acheter des MOOC, hein, avec 1500. Il a peut-être acheté des MOOC aussi. Hein, On se souviendra plus longtemps que. Je rigole. Ça fait des places qui sont quand même moins chères que pour les Paris Games, je pense. Je pense que pour voir à Paris, ça va être... là, c'est sûr. Non, mais il faut prendre en compte les salaires. Enfin, je sais pas, il y a tellement de données. Il y a des gens très riches aux États-Unis, il y a les salaires américains, puis il y a des places, il y en a qui les prennent au fond du fond. Je pense qu'il y a des invites. Après, voilà, Théo, tu seras mieux que moi, mais. Pas des masses, il y a aussi le deuxième marché, enfin tu sais, sur le marché de revente aussi, les gens qui sont abonnés, qui revendent leur place régulièrement. Je pense que c'est pas les prix de toute l'année, mais effectivement, si tu veux être bien placé, c'est tout le temps cher. C'est toi qui étais le plus récemment, Shai. C'est pas un sport populaire en fait. C'est pas pour les. C'est-à-dire que pour le foot par exemple, à quelques endroits, il y a encore des stades où tu peux aller voir des matchs pour 30 €, 40 € la place. La NBA, c'est pas une ligue pour le peuple en fait. Le peuple suit de loin, mais pour assister au match, c'est quasiment un truc de privilégié parce que les prix sont fous. Certes, oui, les salaires américains sont plus importants, donc, mais du coup, ça reste une catégorie de population qui est classe moyenne haute, quoi, et les cadres. Et là, on parle même pas des places les plus chères. Hein, ce qu'il a évoqué, c'est. Moi, j'ai voulu aller voir un match des Knicks, du coup, à la base, quand même, parce que c'est l'équipe la plus en forme à New York. C'était la salle la plus près de mon hôtel, en plus. Mais c'est juste pas possible, en fait. C'est-à-dire qu'on était 3. Pour vraiment des bonnes places, tu vois, ma fille, je voulais qu'elle voit quand même bien. C'est son premier match de basket aux États-Unis, je voulais qu'elle voit correctement. Donc, pas les places tout en haut, fallait payer $500. Ça n'a aucun intérêt. On est 3, 1500. T'as flingué le reste de ton séjour, quoi. Donc, ça n'a pas grand intérêt. Alors que et même les Nets, en soi, les Nets, ils sont sur une saison où c'est une saison de transition. Alors, il s'avère qu'ils sont cool à voir et j'ai vraiment bien aimé voir leur match. Mais on a payé quasiment 200 € pour être bien placé aussi. En fait. 150, 200 € et 3 places, ça monte très vite. Donc, en fait, ça s'explique comme ça. C'est juste qu'il y a des villes où les franchises savent que les touristes vont remplir quoi qu'il arrive, parce que New York, il n'y a pas une seule période de l'année où il n'y a pas de tourisme. Et quand tu dis, je vais aller voir un match des Knicks, et si tu arrives à aller en vacances à New York, en théorie, c'est que tu as des moyens financiers, et puis les mecs, ils payent, quoi. Ils payent comme notre auditeur a payé là, des sommes qui paraissent folles pour le commun des mortels, quoi. C'est comme ça. Donc ça explique ça. Il y a des gens qui sont abonnés à l'année, où ça revient un peu moins cher. Mais il y a des salles moins chères aussi, faut le dire. Il y a des équipes où ça coûte nettement moins cher. Ouais, oui, et puis ça dépend des saisons aussi, parce que même pour New York, ça dépend quand même des saisons, mais faut tenter peut-être des salles moins chères dans des franchises un peu moins réputées, quoi. Mais du coup, faut partir en vacances là où il y a ces salles-là, donc c'est quand même moins kiffant. C'est ça. Il y a des villes moins sexy, j'en citerai pas, je me suis déjà mis à dos les villes françaises. En parlant de villes moins sexy, justement, belle transition, question d'Anthony. C'est en écoutant Antoine faire de Cleveland son favori pour le In-Season Tournament que je dois déjà faire un mea culpa public. Ce n'est que le début de saison, mais j'ai sous-estimé la saison que pouvaient faire les Cavs. La fin de saison dernière m'avait laissé un goût amer et le roster n'a pas connu de changement majeur. Et dans mon esprit, il souffrait de déséquilibre. Donc je m'attendais plutôt à une saison moyenne avec au mieux une série de playoffs gagnée. Mais en regardant les premiers matchs, quelle agréable surprise. Je vois une dynamique d'équipe positive avec des certitudes, des rôles bien définis en attaque avec une bonne répartition de tirs et j'ai l'impression que chaque joueur de l'effectif a bien intégré ce que le coach attendait d'eux. Cela m'amène à vous proposer 2 réflexions. Tout d'abord, selon vous, quelle est la principale raison de ce début de saison tonitruant ? Est-ce que c'est un effectif stable qui se connaît, un nouveau coaching staff qui a su appréhender l'effectif ? Voilà. Et ensuite, malgré ce début de saison, il paraît raisonnable de penser que les Cavs ne sont pas favoris pour le titre. Du coup, selon vous, quel serait le dernier ingrédient à rajouter pour que les Cavs deviennent des contenders ? Tu veux commencer, Théo, ou je commence ? Vas-y, je vais faire vite parce que je pense que sur la première question, je pense que c'est simple. C'est le coaching staff en fait.
Vraiment. Et c'est déjà ce qu'on disait. Enfin, on se disait déjà quand même que tout au long de la saison dernière, que Cleveland avait plein d'atouts et que manifestement tout n'était pas tiré, enfin le meilleur n'était pas tiré du potentiel de l'équipe. Et là, faut reconnaître que Kenny Atkinson et son staff ont mis le doigt là où il fallait et ont su faire en sorte que ça prenne. Mais il y avait déjà du talent en fait dans cette équipe. Ils avaient déjà un super prospect, enfin mais c'est même pas un prospect, un jeune émergent vraiment avec un potentiel, alors franchise player on verra, mais en tout cas de joueur élite en Evan Mobley. Un joueur clutch qui peut te tuer une série ou porter en playoff en Donovan Mitchell, et autour que des joueurs de qualité. Il n'y a pas de mauvais joueurs dans cette équipe des Cavs. Il fallait surtout trouver le moyen de faire fonctionner tout ça, et Kenny Atkinson a trouvé la manière de faire tourner la boutique, quoi. Ouais, je suis d'accord que le coaching staff doit être vraiment le plus gros du truc. Il a changé la manière de jouer de cette équipe. Tu l'as très bien dit, notamment aussi la redistribution des responsabilités, ou plutôt l'évolution des responsabilités. Evan Mobley a quand même un peu plus la balle entre les mains. Il marque pas beaucoup plus de points, hein, mais c'est pas tant ça en fait. C'est plus comment il est utilisé, qu'est-ce qu'il fait avec la balle, comment on le met au centre de l'attaque. La marque est bien répartie. Après, évidemment, Mobley il progresse. Tu vois, il y a des jeunes dans cet effectif qui progressent. Effectivement, les joueurs se connaissent mieux, mais je dirais comme Théo que c'est vraiment le coaching staff qui a fait la différence, qui a unleashed, pour reprendre ce terme que j'aime bien utiliser alors que je connais à peine la définition, non, qui a libéré les Cavs. Bah oui, je connais quand même, que je fais semblant, je sais quand même que ça veut dire libérer, même si j'étais pas sûr. Et du coup, par contre, sur qu'est-ce qui leur manque, c'est dur ce que je vais dire, parce que je trouve que Mitchell est sous-coté. Je trouve vraiment que Mitchell est sous-coté. Tu vois, quand d'une année sur l'autre, Mitchell, il se retrouve 11e joueur meilleur de la ligue, puis après 27e, tu vois, ou des trucs comme ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Tu vois, genre, d'un coup, il n'est pas devenu moins fort que Tyrese Maxey ou des trucs comme ça. Je pense que Donovan Mitchell est sous-coté, mais je dirais que dans l'idéal, il faudrait un mec plus fort. C'est un peu injuste, tu vois, de dire ça. Je ne sais pas comment dire. Et encore, en fait, c'est pas plus fort, parce que ce qu'il fait, il le fait déjà très très bien. C'est un mec aussi fort, mais qui a un peu plus d'atouts, tu vois, qui va être peut-être un meilleur défenseur, ou je sais même pas comment dire, ou un poil plus grand. C'est un peu injuste de dire ça, mais si demain je change Mitchell par, je réfléchis à un joueur qui joue au même poste, qui serait plus fort, et il y en a pas tant que ça. C'est très dur. Par chez, je me dis que c'est plus fort, ouais. et encore, et ouais, mais tu vois, est-ce moi, que les Cavs ça va beaucoup plus haut? Je suis même pas sûr en fait. Je suis même pas sûr que ce soit que ça. Tu vois, je sais pas. Je pense qu'il manque un mec fort. Allez, un mec encore. C'est pas Mitchell que j'aurais changé, moi. Moi, c'est Darius Garland. Ou Garland. Ouais, mais parce tu que changes. Je pense que si t'as un joueur plus fort que Darius Garland, ou du moins Darius Garland, mais qui te pénalise pas en défense en playoff, et on verra, hein, peut-être qu'il pénalisera moins son équipe. Là, je pense que ça change vraiment. Tu changes de braquette quasiment. Après, faut voir si c'est le Garland qu'on voit sur certains matchs de la saison, qui peut mettre des matchs à 39 points, qui ressemble un peu au joueur qu'il était quand il était All-Star. Ça peut être pas mal, tu vois. Mais pour moi, oui, si tu remplaces Mitchell par Shai Gilgeous-Alexander, ça change. Après, c'est peut-être ma perception personnelle de Mitchell, que parfois je le trouve sous-coté et parfois je le trouve sur-coté. Et c'est bizarre ce joueur, parce qu'il y a des périodes où je le trouve extrêmement fort, notamment ses débuts aux Cavs, où sur les premiers mois, il était candidat au MVP quasiment. Et où derrière, il y a des matchs où, même, et en playoff particulièrement, où il va être un peu ciblé en défense, où il va un peu dérailler au tir. Je le trouve pas, c'est sans doute erroné, mais je le trouve pas assez fiable en tant que superstar dans une série de playoffs. Pourtant, il a déjà fait des gros cartons avec Utah, il a fait des séries assez folles, hein. Mais moi, j'en reviens à ce que tu disais. Même avec Cleveland. Après, c'est peut-être, c'est un peu imperceptible comme ça. Pareil, je saurais pas forcément l'expliquer, mais je reviens à ce que tu disais, Antoine. J'ai cette impression-là aussi, moi. Et peut-être qu'on se trompe, et que cette année, ils vont montrer que Mitchell est, dans ce cadre-là, il est tout à fait capable de les emmener vers des finales de conférence ou autre. Je vais essayons de trouver un meneur qui est plus fort que Garland, mais qui est moins fort que Mitchell comme joueur. Est-ce que vous pouvez me donner un meneur comme ça? Parce que c'est vrai que ce que dit Théo, je trouve ça très intéressant. C'est un mec plus fort que Garland, mais essayons de voir, est-ce que cette équipe, parce que Bronson, tu vois, je pense que ce serait un meilleur joueur que Mitchell, où on est dans le même lot. Je dirais qu'on est plus ou moins dans le même lot. Mais c'est vrai que si tu remplaces Garland par Bronson, tu te dis tout de suite, allez. Mais bon, ça ferait pas... En fait, c'est un peu le problème, c'est peut-être leur backcourt, tu vois. Je me dis, si c'est Bronson, Mitchell, ton backcourt, je crois pas non plus à cette équipe qui va au bout, tu vois. Comme meneur, il faut un mec qui puisse défendre. Il faut un mec à la place de Garland qui puisse t'apporter potentiellement ce que Garland t'apporte, mais qui puisse être un meilleur défenseur. Et je pense que là, ça fait une grosse différence, en fait. Mais tu vois, tu changes Garland par Dejounte Murray, je me dis pas non plus que les Cavs ils vont gagner le titre, tu vois. Moi non plus, mais je suis. Non, moi je fais pas. Non, mais parce que j'ai pris un meneur qui défend, parce que sinon, tu vois, il y a Trae Young, mais pareil, Young Mitchell, ça, en fait,
Tu sais, il Non, y tu a un peux moment, pas ça, défendre. tu Ouais. peux Tous les, pas, me- c'est ça. Donc, tous les meneurs qui sont censés être meilleurs, qui ont le plus gros standing que Garland, ils sont pas beaucoup plus forts défensivement. Tu vois, je Mais t'es pensais pas. à Liberton, il est bien plus fort à la création et tout, mais par contre, c'est pas un bon défenseur non plus. Je sais pas si t'as besoin d'un meneur en fait. Il suffit que ça soit un deuxième arrière ou un un. Tu deuxième vois. arrière Ok. qui défend fort. Ouais. Et tu peux alterner parce que ce qui est intéressant, c'est, on en parlait un petit peu, hein, vous en avez parlé ce matin dans le CQFR, puis après on en reparlait un peu en off, là dans le jeu proposé par Keenan Atkinson, et quand tu parlais de la manière dont Evan Mobley est utilisé, maintenant il l'utilise comme un créateur aussi parfois. Donc je pense que la création, en fait, tu peux t'y retrouver même si t'as pas un pur meneur, même si pur meneur, il n'y en a pas 50, tu vois, mais je pense qu'avec un autre arrière et avec une. Où tu dis, bon, bah, à la création, on a Mitchell, joueur X, Evan Mobley, mais avec un volume défensif meilleur que celui de Garland, tu t'y retrouves en fait. Bradley Beal. Non, j'ai pas d'idée. Bradley Beal, Non, Bradley Beal. c'est une bonne question, moi, je... hein. Mais après, bon, Non, je sais moi, je pas. dis En fait, non. Bradley Beal, j'ai tellement pas vu jouer des matchs importants depuis je sais pas combien de temps que je suis incapable de te répondre. Enfin, tu sais, je Ouais. sais pas si c'est ma réponse, elle est teintée de subjectivité ou pas en fait sur Bradley Beal. Ouais. Faut que j'y réfléchisse. C'est une bonne question que tu nous poses, Antoine. Faudrait que je me pose avec la roster pour voir. Ouais. On verra en tout cas si les Cavs pourront. Peut-être qu'il n'y a pas besoin et que cette année, on va voir qu'ils sont capables d'être contenders. Hein. Je dis ça, mais voilà. On verra par rapport à la suite. C'est pas impossible, hein, c'est que le début de saison, mais c'est pas impossible. Ouais. Question de Miguel. Je viens de regarder le match des Spurs contre le Jazz, donc ça remonte à quelques jours. Je me rends compte que le jeu offensif de Wembanyama m'ennuie depuis le début de la saison. Je dis bien le jeu offensif, car défensivement, je prends du plaisir avec tous les contres notamment. Mais je trouve qu'il y a trop de tirs à 3 points, parfois en première intention, avec un pourcentage très faible sur les 7 premiers matchs. Bon, il s'avère que sur les derniers, il a remonté un peu la pente. Il était à 21% avant ça, et là, ça a grimpé. Mais même avec beaucoup plus de réussite sur le dernier match, je m'ennuie. Seulement 4 points ont été mis sur des tirs à 2 points avec une faible réussite. Et en plus, ils ont perdu contre le Jazz. Même si je ne souhaite pas que Victor reste sous le cercle constamment, j'aimerais plus d'équilibre entre les attaques dans la raquette, voire des tirs mid-range et son jeu derrière la ligne à 3 points. J'ai l'impression que Victor ne domine pas en attaque. Suis-je le seul à m'ennuyer et à espérer une plus importante présence en attaque dans la raquette de sa part? Et suis-je juste impatient et son jeu va-t-il se mettre en place naturellement car ce n'est qu'un sophomore, pardon. Je pense que la réponse à la question, elle est là, elle est à la fin en fait. C'est que Wembanyama, il a même pas 100 matchs NBA dans les jambes. Je crois qu'on est trop axé sur ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas autant décortiqué match après match le jeu d'un sophomore, possession par possession presque. Et nous les premiers, hein, nous aussi, on tombe dans ce piège par moment. Et Victor Wembanyama, il a le temps en fait. Tu vois, c'est le début de sa 2e saison NBA. Il a 20 piges. Mais tu vois, Théo, il décortiquait le jeu d'Anthony Bennett dans sa saison sophomore. Ouais, mais il y avait moins de possessions à décortiquer. Il me disait, il y a le temps, les gars, ça va venir. Et puis, on attend toujours. Ouais, mais moi, je pense que déjà, Victor, c'est un équilibre qui va se trouver. Il y a aussi une question de qui est autour de toi. Ton jeu, il dépend aussi de toute façon de qui est autour. Moi aussi, je trouve qu'il prend trop de 3 points. Quasiment un tir sur 2 aujourd'hui de Victor, c'est un tir à 3 points. C'est pas normal, entre guillemets. Mais ça va se réguler. En plus, il a de l'adresse depuis 2 matchs pour le coup. Je trouve qu'il les prend un peu différemment. J'ai vu quelqu'un sur YouTube qui n'était pas d'accord. Moi, je trouve qu'il les prend un peu différemment. Bien sûr qu'il y aura toujours des tirs en sortie de dribble avec Victor à 3 points. Et en fait, c'est une des facettes de son jeu, c'est qu'il est capable de le faire. Juste, il ne faut pas qu'il le fasse à outrance parce qu'aujourd'hui, il n'a pas le pourcentage qui lui permet de le faire à outrance. Mais du jeu au poste haut, il y en a. Ça ne mène pas toujours à des points, mais il y en a. Il y a plein de passes décisives de Victor. C'est un bien meilleur passeur que ce que je pense que moi, en tout cas, personnellement, j'avais imaginé. Il progresse encore à la place. Aujourd'hui, tu peux presque plus, je mets des guillemets, je mets des grands guillemets, tu peux presque plus faire prise à 2 sur Victor Wembanyama parce que c'est un super passeur. Et ça, il n'a même pas 100 matchs dans les jambes. Donc, en fait, il a des possessions au poste haut qui sont un poste un peu plus traditionnel d'un intérieur ou d'un poste 4. Sauf qu'il a rarement l'occasion de tirer de là. Souvent, il se retrouve à faire une passe. Je ne veux pas le voir faire jouer des post-up ou très peu. Moi, j'ai pas. Bien sûr que j'aimerais que des fois qu'il rôle un peu plus sur pick and roll. Il le fait d'ailleurs hier dans le match d'hier contre les Kings. Contre les Kings, ça arrive. Il y a des moments. D'ailleurs, il y a un truc qui est très drôle avec Victor Wembanyama. Pardon, je fais une parenthèse, ça m'éclate et je veux jeter un partage ce truc-là. Il y a des moments, vous voyez, quand il sprint, il a vraiment cette allure il commence à taper son sprint.
Et tu sais, je pense dans sa tête, il doit penser qu'il est méga vif, tu vois, et qu'il est méga rapide. Et effectivement, il est très mobile pour sa taille, mais ça reste un grand, donc il court pas très vite à l'échelle des autres. Je sais pas si vous êtes déjà revu en train de courir en vidéo. Moi, perso, j'ai toujours l'impression d'être plus rapide qu'en réalité, quand tu te vois après la vidéo, tu te dis, mais attendez, ça c'est moi qui cours là, mais je suis lent, tu vois. Mais dans ta tête, tu as l'impression que tu es super rapide. Et c'est comme ça que j'imagine Wembanyama, il doit se dire, et des fois, il roll et tu le vois comme ça sprinter. Bref, pardon, mais je tenais à le partager parce que ça fait un moment que je voulais le dire. Quand tu le vois courir en contre-attaque aussi, c'est trop drôle. Il a son dos, mais il est grand, il est super mobile. Mais il a déjà des moments où en fait il est utilisé juste en tant que finisseur et il y en aura de plus en plus. Pour moi, il y a un équilibre qui va se trouver. Cette équipe des Spurs, elle est encore. Lui n'est pas prêt, les Spurs ne sont pas prêts. Et t'imagines pour un joueur pas prêt, il est déjà quand même tellement fort. Bref. Désolé, j'ai fait long, Théo. Non, c'est ça, mais moi je suis 100% d'accord, hein. Honnêtement, je pense qu'on se précipite sur les attentes parce qu'il est extraordinaire, mais en rigolant, on le disait ce matin, je sais plus si c'était en off ou pendant le CQFR, mais s'il jouait à un niveau amateur, ce serait sa première année senior, il sortirait tout juste de U20, et il est en train d'apprendre tout ça en fait. Et moi je pense qu'il y aura de la place pour du jeu posté pour Victor, il y aura de la place pour du jeu entre deux, du tir à 3 points, et ce qui est incroyable avec lui, c'est que tu te dis à terme, il est capable de faire tout ça, mais c'est jamais dans ta deuxième saison que tu es capable de... Regarde Jokic, qui est là, enfin... Combien de saisons il avait dans les pattes avant justement d'avoir pu montrer tout ce dont il était capable, et on en parlait tout à l'heure, mais probablement, c'est même pas probablement, c'est un des tout meilleurs joueurs de l'histoire. Donc ça va se mettre en place, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, ce que tu dis Antoine, et je pense qu'aussi, il a un... Wembanyama, comme tous ses athlètes, il a un ego en fait. Et je pense que le fait de passer à côté de ses tirs à 3 points et d'avoir un mauvais pourcentage sur le début de l'année, ça l'a piqué au vif. Le fait qu'on lui dise d'arrêter de prendre des tirs à 3 points, je pense que ça le pique au vif et qu'en fait, il a envie de se prouver et de prouver qu'il est capable de les mettre. Et j'ai ce sentiment-là, qu'à un moment, quand il sera au clair avec tout ça, eh ben, il va trouver de l'équilibre dans son jeu. Et juste un truc que tu as dit, Antoine, là, sur les prises à deux sur Victor Wembanyama et sa qualité de passe, je pense qu'en fait, là où tu peux encore faire prise à deux sur Wembanyama, c'est quand il est en dribble, et t'en parlais, quand il est en mouvement, en fait. À l'arrêt, je partage ton avis, tu peux plus, en fait. Tu peux plus parce qu'en fait, il est trop grand, il a un trop bon coup d'œil et il a cette volonté de passer le ballon. Donc je pense que quand il est à l'arrêt, limite, là, tu peux plus vraiment faire de vraies prises à deux parce qu'il peut te sanctionner par la passe. Vous pensez qu'il est comme Anthony Edwards, qu'il a envie de faire les mêmes réponses qu'Anthony Edwards au journaliste, mais qu'il est poli et que quand on lui dit qu'il prend le tir à 3 points, parce que oui, il est quand même encore bien dans le contrôle. Il n'a pas trop eu de phase où il s'est agacé des questions. Mais bon, tous les jours, voilà, c'est quelqu'un qui a l'attention sur lui et c'est ce que, à une autre époque, il aurait peut-être pas été aussi. Après, ce qu'il faut dire par rapport aux joueurs auxquels qu'on a évoqué, Jokic et tout, c'est que ces joueurs-là sont pas arrivés avec l'étiquette de possible meilleur joueur de tous les temps qu'il a eu direct en arrivant, parce qu'on n'avait jamais vu de mec comme ça. Donc c'est une attention qui, à la fois, que je trouve aussi démesurée, enfin les attentes sont démesurées, et en même temps, le potentiel est tellement inédit que c'est un peu logique. On est aussi, nous, dicté par un peu la culture de l'instant, parce qu'on regarde chaque match et qu'on analyse différemment après chaque match, et c'est un peu... Voilà. Mais je pense qu'il est conscient de ça, en fait. Il est conscient des attentes qu'il y a autour de lui. C'est pour ça qu'il n'est pas... il n'a pas pété un plomb non plus, quoi. Il arrive à s'adapter d'un match à l'autre, et je pense que ça continuera comme ça. Je trouve aussi là, il s'est adapté en 2 matchs, et il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas après pour le reste de la saison. Et en plus, qu'on le veuille ou non, ça reste un big man en fait. Et si tu regardes historiquement les big man, il leur faut du temps aussi pour s'adapter. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas la capacité de le faire. Si tu regardes Duncan, il a fait 4 ans à la fac. Si tu prends les Hakim Olajuwon, il est resté long, il est passé par la fac. Elle est même plus en arrière encore. Tu prends les Karim Abdul-Jabbar. Si tu prends vraiment dans les big man, il faut un temps d'adaptation en fait, parce que voilà, il y a une différence de rythme, différence les choses, les attentes sont pas les mêmes. Et c'est un petit peu ce qu'on dit, c'est qu'en fait lui, les attentes elles sont tellement folles que là, tu as l'impression que s'il fait pas une saison de MVP, s'il joue pas comme il jouera dans 7 ans aujourd'hui, on va dire que c'est une déception ou que c'était trop de hype. Mais je sais pas. Après, bon, on en parlait vite fait aussi. Il y a un côté, je me permets, peut-être un peu très français, où d'un côté, en fait, il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Soit on est chauvin à 2000% et on veut reconnaître aucun défaut à nos athlètes, soit dès qu'ils sont pas à la hauteur de ce qu'on a envie qu'ils soient, il faut leur cracher dessus. Moi, je suis pas ni dans un camp ni dans l'autre. On enchaîne. Alors, je vais vous lire un message de Sabi. J'aime toujours bien quand nos auditeurs nous racontent un peu leur histoire avec le basket. Là, c'est un instant un peu Madeleine de Proust. Et en plus, il y a
Il y a un start bench cut derrière avec une petite question. Ah. Voilà, je sais que vous aimez bien ça. Donc je vais d'abord vous lire le message de Samy qui nous dit: Salut les copains, et vous l'êtes vraiment des copains au quotidien. J'habite en Guyane. C'est top pour voir les matchs, le décalage horaire, et vous êtes les voix de mon petit déjeuner. Je vous écoute sur Spotify, mais dites-moi juste une fois que c'est mieux YouTube pour vous et je ferai l'effort. Alors tu peux, Samy, de C'est temps mieux. en temps. C'est bon, voilà. Écoute Théo, c'est mieux. C'est une question qui a déjà dû être posée, mais j'avais envie de raconter ma propre expérience pour savoir si pour vous ou certains des auditeurs, le hasard a pu aussi bien faire les choses. On doit être en novembre ou décembre 93, je suis en CM1. Je sors de la boulangerie et je trouve par terre une carte Upper Deck de Chris Webber. Je ne connais pas le basket, même pas Barcelone 92, on n'est pas sport chez moi. Je cherche ce que ça signifie et je tombe dedans. Coup de bol pour bien m'accrocher, il est rookie de l'année. Désolé les fans de Penny Hardaway, lui, je ne l'ai jamais calculé. L'année suivante, je suis en club, résultat moyen, mais à la sortie mais les entraînements sur les paniers à 2,40 m avec les copains sont un régal. Je collectionne Fleer et Upper Deck, je trouve des potes et on ponce NBA Live 96. On mate les matchs du mercredi. Je me suis fait tuer plusieurs fois parce que j'ai regardé les résultats de la nuit sur le Minitel. Ça coûtait plusieurs francs la minute. Je me suis fait tirer mon short des Wizards après un seul entraînement dans mon sac. Le bleu était trop beau, il faut le dire. Bref, je suis tombé dedans par hasard et même si j'ai des fois levé le pied, le game m'a attrapé comme il faut. Et vous, quel était votre tout premier contact avec le basket et qu'est-ce que c'était? Alors, vas-y, je me lance pendant que tu Vas-y. réfléchis, Antoine. Moi, ça a été en 2 temps, en fait, parce que j'en ai fait quand j'étais en primaire, je pense, dans le club de ma ville, mais ça m'avait pas du tout plu. Je comprenais pas, je comprenais même pas le vocabulaire. On me disait, fallait que je sais plus ce que c'était. Ouais. Qui est-ce que tu marques? C'était le vocabulaire du basket français des années 80 pour dire. Je comprenais pas ce que ça Va voulait se, dire marquer. va se matcher, Théophile. Voilà, je comprenais pas les 3 secondes. Bah, ça m'avait pas plu. Et finalement, j'y suis retourné bien plus tard, vers 15-16 ans, parce que j'ai suivi un pote, en fait, voilà, qui voulait absolument qu'on aille jouer. Et moi, ça a été par le club un petit peu, mais moi, c'est surtout par le playground, en fait, que j'ai accroché, parce que j'étais archi nul. J'étais le dernier de mes potes à me mettre au basket, donc bah, j'avais juste... j'étais... Alors, grand, c'est pas le terme, parce que je suis pas immense, mais j'étais pas petit. J'étais pas athlétique, mais j'étais pas non athlétique, donc je pouvais aller prendre des rebonds. Et voilà, mais nous, on a beaucoup appris en allant jouer dehors sur les playgrounds. C'est vraiment c'était les grandes années playground. On jouait beaucoup en plus des entraînements. Donc moi, ça se fait comme ça. Et puis après, il y a eu 92. Et puis là, c'était... Ou en même temps, il y a eu 92. Enfin, c'est ces années-là, quoi. Et puis là, c'était fini, quoi. J'aime bien le je suis pas non athlétique. Je la ressortirais ça là, je dirais. Si on me demande c'est quoi ton profil de joueur, je suis pas non athlétique. Non, mais parce que si je dis que j'étais athlétique, c'est pas vrai, tu vois. Mais par contre, tu vois, je fais un peu moins je fais 1,88 m, bah, je dunkais assez facilement. Mais c'est pas extraordinaire quand tu fais ma taille, en fait. C'est normal, quelque part. Et calmos sur qu'est-ce qui est censé être normal pour les gens un peu grands, hein. Tout le monde n'a pas d'explosivité dans les mollets, ok, monsieur? Même J'étais si pour athlétique, le- alors. Meilleur Mais compliment qu'on m'ait fait de ma vie. vous êtes bronzé, ceux qui ont la référence. J'ai la référence, ça me fait plaisir. Je Bien sûr. suis bronzé. Pardon. Donc, moi, je me souviens pas exactement le tout premier contact. Je sais plus dans quel sens. Si, allez, je pense que ça s'est fait comme ça. J'étais à fond dans le foot, vraiment à fond. La Coupe du Monde 98 au foot, ça m'a absolument matrixé. J'ai regardé, je pense, la moitié des matchs de la Coupe du Monde 98 alors que j'avais 9 ans. Je pense que j'ai regardé au moins la moitié des matchs. J'étais vraiment à fond là-dedans. Et c'était le temps de s'inscrire pour faire un sport collectif. Mes parents voulaient que je fasse un sport, logique. Même moi, je pense que j'avais envie aussi. Et alors que tout aurait pu laisser penser que j'allais faire du foot, je savais que mes 2 parents avaient joué au basket. Et du coup, j'ai dit, bah, je veux faire du basket. Et c'est à partir de là que, par contre, c'est le moment où j'ai choisi, bah, je veux faire du basket et que je suis allé m'inscrire dans le club de ma ville. Je suis tombé j'ai voulu acheter un magazine de basket parce que j'aimais bien lire. Je lisais France Football très tôt. C'est marrant. C'est vrai que j'espère que mes parents, je ferais que je leur demande s'ils ont des photos de moi en train de lire un journal de France Football tout petit, alors que je devais savoir lire depuis 3 ans, même pas. Et bref, tout ça pour dire, je suis tombé sur un guide mondial basket de la saison 98-99. Et à partir de là, je me suis mis à fond dedans. Et comme Théo, moi, le playground a joué un plus grand rôle que le club, en fait. J'ai passé mon adolescence, voire préadolescence. Déjà préadolescence, je pense que très jeune, j'allais jouer dehors. Et j'ai eu la chance de
de pouvoir jouer avec les grands, en fait. Même quand j'étais petit, genre, je faisais partie de ceux qui étaient autorisés à jouer avec les adultes, malgré le fait que j'étais un gringalet. Donc, je pense qu'assez jeune, je pense qu'à 14 ans, je jouais déjà que avec des adultes. Et ça, moi, ça m'a énormément formé. Alors, c'est marrant, puisque à l'inverse, j'ai remarqué, Théo, du coup, comme moi, je vais rarement directement vers le cercle quand je drive. Je pense que c'est un espèce de réflexe qui a été pris que je ne pouvais pas drive sur des adultes. Donc mon flotteur, ça vient de là, et par contre j'ai tendance à m'éloigner du cercle. Donc tu vois un défaut, mais qui est dur à casser parce que c'est une habitude que j'ai pris en jouant vraiment très jeune, et j'ai adoré jouer sur les playgrounds. C'était ma passion absolue. Vraiment, je passais mes semaines à faire ça. J'ai même déjà joué sous la neige. J'ai joué sous la neige, j'ai joué sous la pluie, j'ai joué quand il n'y avait plus de lumière. Enfin, vraiment, je pouvais y être sans exagérer de 10h à 23h dehors à jouer sur les playgrounds. Et du coup, le club, c'est presque, ça suivait parce que j'aimais jouer au basket. Et voilà. Et là, la passion, évidemment, il y a eu des moments où c'est redescendu, mais j'ai eu la chance aussi en cadet, qui, je pense, sont les années presque les plus importantes, celles où tu kiffes le plus. J'avais vraiment une équipe que j'adorais à Massy. Et c'était full plaisir. Ça a fait partie des plus beaux moments de ma vie, sans hésitation. Bon, moi, c'est ni l'expérience playground ni l'expérience club parce que je l'ai pas eu avant très très tard pour le playground et jamais en club, évidemment. Moi, j'étais depuis le berceau quasiment tourné vers le foot. Par contre, très très jeune, j'ai chopé le virus basket et NBA parce que j'ai déjà raconté là, mais j'allais souvent chez mes cousins à Paris qui sont plus vieux que moi et qui eux étaient voilà, génération de Jordan à fond et les voir aussi passionnés par ça. Ils avaient les posters partout. Ils avaient les jeux vidéo NBA Live 95 et compagnie. Ils avaient, à chaque fois qu'on y allait, ils me sortaient les cassettes où il y avait les matchs de la semaine, des magazines qui venaient des États-Unis. Ils avaient les dernières Nike, les Jordan et tout. Et moi, vraiment, j'étais fasciné par ça et j'avais du coup une admiration pour mes cousins et ce qui les passionnait aussi. Et je me suis mis à fond dedans, en fait. Alors, ça a été. On avait la chance d'avoir Canal à la maison, donc je pouvais voir. J'ai très très tôt regardé les All-Star Games, alors que bon, il y avait parfois école le lendemain et tout, et les matchs, c'était voilà, je les regardais de nuit. J'ai très tôt enregistré les matchs sur cassette aussi pour après les passer aux potes. Et puis après, ça m'a quasiment jamais quitté, même sans jamais en faire en club, ni même sans jamais vraiment y jouer à l'extérieur, à part vers 15-16 ans. Et voilà, encore, c'est très limité par rapport à ce que vous avez connu. J'avais pas des rendez-vous fréquents au playground pour aller jouer, quoi. C'était, tiens, une fois de temps en temps, le foot a toujours pris tellement de place dans ma vie que c'était compliqué. Mais par contre, ouais, le virus, il m'a plus jamais lâché et j'avais l'obsession d'aller aux États-Unis. Alors après, ça s'est greffé aussi à mon intérêt pour les États-Unis, la culture américaine et tout, la langue, l'anglais. Et j'ai trouvé un moyen de relier tout ça, quoi. Et il y a des années, je sais vraiment qu'entre 2003, on va dire, et 2007-2008, j'ai un peu lâché. C'est-à-dire que je regardais vraiment que les finales et le All-Star Game, en gros. J'y m'y intéressais moins et peut-être que j'étais beaucoup plus dans le foot à ce moment-là. Mais ouais, moi, c'est venu de là, du coup. C'est pas par le jeu en lui-même. J'adore jouer au basket. Je le dis à chaque fois, c'est parce que même à 37 ans, je joue tellement peu que dès que je joue un peu 2-3 fois, j'ai l'impression de progresser, en fait. Et du coup, c'est intéressant. Ce qui m'arrive malheureusement plus au foot, oui, c'est plutôt la pente inverse. Mais ouais, donc ça a commencé comme ça très très jeune et par le biais d'autres, en fait. Voilà. Pour la petite anecdote, parce que tu parlais de magazine, Antoine aussi, moi, l'un de mes premiers rapports avec la NBA via un magazine, c'était pas un magazine spécialisé, c'était qu'un de mes meilleurs potes, à son grand frère, il avait des Playboy dans sa chambre, et il y en a un dans lequel il y avait une interview de Magic Johnson. Donc la première fois que j'ai lu une interview de Magic, c'était dans un Playboy. Magnifique. Que j'ai consulté uniquement pour les interviews, bien sûr. Bah, évidemment. Et donc, Samy avait un Start Bench Cut spécial fin des années 90. Et il a une petite demande. Quand vous faites ce jeu-là, ce serait sympa de répéter à la fin votre 5 pour voir si ça peut vraiment coller. Donc, par poste, garde 1, garde 2, forward, power forward, center. Et il nous donne 3 noms à chaque fois. Et puis, vous choisissez le joueur que vous voulez. Donc, pour le premier poste d'arrière, entre Penny Hardaway, John Starks, Tim Hardaway. Moi, je vais start Penny Hardaway. Je vais. C'est dur sur le bench. Je vais bench John Stark. Je vais cut Tim Hardaway. C'est pas sur le jeu. De toute façon, on a toujours dit que c'était pas. Ouais, on a toujours dit que c'était à l'affect et que c'était pas au niveau du jeu, qu'on se détachait de ça. Donc je vais le faire comme ça. Donc ça ira Penny dans mon 5.
Start Comme Antoine. Penny, Starks qui sort du banc et je coupe Tim Hardaway. Moi, je vais une légère différence. Je start évidemment Penny Hardaway, qui est le premier joueur qui m'a fait vibrer en NBA. Et par contre, je vais bench Tim Hardaway, que j'ai beaucoup aimé aussi avec son crossover et tout. Et John Stark, je sais pas, j'avais pas de. Bon, il était vraiment bon un peu avant que je m'y mette vraiment, donc c'est peut-être ça, je sais pas. Mais je vais cut Starks. Deuxième poste arrière, Nick Van Exel, Isaiah Ryder, Derek Harper. Ah, c'est pas mal. Je vais start Isaiah Ryder, moi. Mais Je vais oui, bien aller, je sûr. vais aller, Bien sûr. On va prendre les têtes brûlées. Que ça, j'aime bien mon backcourt, la Ryder Hardaway. Ensuite, je vais bench. Pardon, qui était le troisième? Derek Harper. Non, Nick de Quick, il a trop de flow. Je vais bench Oui. Nick de Quick et je vais cut Derek Harper. Exactement comme Antoine, une fois de plus. D'autant que Derek Harper, j'ai un bif avec lui parce que tout le monde, justement, se rappelle de John Starks en disant mais pourquoi il a continué à prendre des tirs à 3 points dans le match 7 face aux Rockets pendant que Derek Harper s'est caché derrière tout le monde. Il faisait juste le relais. On aurait dit les heures les plus sombres de Boris Diaw. Il voulait surtout pas regarder le cercle. Il servait juste de passe-plat. Ben Simmons. Donc, je coupe Derek Harper. Exactement. Moi, je start Nick Van Exel. J'ai adoré ce joueur aussi. Pour des raisons un peu bêtes au début, parce que c'était le joueur qui me faisait gagner mes matchs sur NBA Live 96 et tout. Mais en plus, j'ai découvert après que c'était vraiment un joueur flashy et hyper spectaculaire. Je bench Isaiah Ryder et je cut Derek Harper. Voilà. Forward, poste 3. Scottie Pippen, Jerry Stackhouse, Antonio McDyess. Oh, McDyess, il est dans les trois là. Ouais. C'est un C'était 4 plus quoi. un 4 quand même. Ouais. Ouais. Ouais, c'est notre auditeur qui nous propose ça. Parce que moi, McDyess, il m'aurait intéressé dans les 4. Peut-être je. Tu peux le mettre dans les 4 si tu veux. Tu peux limiter ton choix à Pippen et Stackhouse. Mais du coup, je vais start Pippen. Ouais. Je vais bench McDyess du coup parce que je l'aime bien et je suis jamais été un grand fan de Jerry Stackhouse, donc je vais cut Jerry Stackhouse. Moi, je vais start Pippen, bien entendu. Mais moi, je suis un peu partagé parce que comme je sais pas qui est en 4 et 5, j'ai peur qu'il y ait de la redite et d'être trop big. Donc, je vais bencher Stackhouse, que je trouve intéressant en sortie de banc parce que là, tu ne demandes pas de faire des passes. Je vais juste lui demander de shooter. Et puis, je vais couper McDyess. Pareil. Là, pour le coup, comme vous, start Pippen, bench Stackhouse et cut McDyess. Et donc, ces postes intérieurs qui vous intriguaient, power forward, Sean Kemp, Chris Webber et Kevin Garnett. Alors, moi, ça va être très simple. Je vais start. Oh non, ça va pas être si simple, pardon. Je cut Kevin Garnett. Direct, ah ouais. Il sait même pas quels sont les autres joueurs. Alors, juste sur Kevin Garnett, il a dit je le coupe. J'ai vraiment jamais aimé Kevin Garnett. Après, au Timberwolves, il y a quand même 1 ou 2 années, le all-around player de Garnett, tu vois, vraiment un joueur complet et intéressant, mais le personnage, je peux pas. C'est trop dur pour moi. Je vais start Chris Webber. Je vais bench Sean Kemp et je vais cut Kevin Garnett. Moi, je vais starter Chris Webber, ça c'est sûr. Chris Webber, qui est un joueur que j'ai adoré vraiment, qui m'a beaucoup déçu sur la fin, mais que j'ai adoré. Derrière, c'est dur. Hein. C'est vraiment dur parce que le meilleur des trois, c'est largement Kevin Garnett. Hein. C'est celui, si on était juste sur le talent, qui aurait été titulaire indiscutable. Sean Kemp m'a tellement fait kiffer, par contre. Je suis partagé entre le fait d'essayer de construire une équipe et le fait d'être juste sur le kiff. Je vais faire comme Antoine, je vais rester sur le kiff, donc je vais bencher Sean Kemp. Pareil que toi, pareil que vous, du coup, Chris Webber en titulaire. Je conçois que Kevin Garnett est probablement le meilleur joueur des trois assez nettement. Mais pareil, j'aimais pas, c'était viscéral, j'aimais pas ce qu'il dégageait en dehors de son talent qui était incroyable, donc je le cut. Et Sean Kemp, c'est un peu le même trip que Blake Griffin au début quand il arrivait, quoi. Quand tu voyais les images, on avait encore moins d'images qu'à l'époque où Griffin était avec les Clippers, mais c'était juste totalement dingue ce qu'il faisait sur le terrain, donc je le bench, voilà. Et pour le poste de pivot, donc, c'est du très grand. George Morezan, Manute Bol et Sean Bradley. Donc c'est vraiment c'est dur. C'est du grand pivot quand même. Vas-y, moi je starte George Murzan, qui visiblement est un mec adorable et pour ses belles années à Pau avec la French Team.
et je vais bencher Manu de Ball parce que je me dis, vas-y, dans le jeu moderne, il va prendre des tirs à 3 points. Et je vais couper Sean Bradley, qui m'a jamais fait rêver. Je Moi, le moi- cache pas. moi, je vais faire juste comme toi, sauf en inverse. Enfin, pas tout à fait. Du coup, je vais start Manute Ball et je vais bench Georges Muresan que j'ai déjà vu en vrai. Assez impressionnant. Ouais. Et du coup, je vais cut Bradley qui, pareil, ne m'a jamais fait rêver non plus. Le pauvre, c'était un peu le souffre-douleur, le mec sur lequel tu dunkais. Les mecs dunkaient à l'époque, mais moi, je sais pas. Après, Manu Tebol, il avait 54 ans, quoi, les gars. Hein. J'ai relu l'histoire, les détails de son coach qui raconte que c'est lui qui lui a choisi une date de naissance en arrivant aux États-Unis. Que Manu Tebol disait qu'il se faisait, il se faisait un cercle sur le crâne tous les 5 ans et que quand il comptait, ça faisait 54 ans. Donc je sais pas. Non, allez, oui, mais si Morezan, on va starter Morezan pour la connexion avec la France et parce que c'était quand même un bon joueur aussi. Euh, C'est le seul des trois qui a été une star dans un film avec Billy Crystal aussi. c'est vrai, c'est pas négligeable. Et allez, j'ai pitié pour Sean Bradley en plus, le pauvre malheureusement dans son après-carrière est devenu tétraplégique. On va lui donner un peu de baume au cœur et on va le bencher et je vais cut Manu Tebol. Voilà. Alors du coup, j'ai noté mon 5, moi. Moi, ça Ouais, donne Penny, Isaiah Ryder, Scottie Pippen, Chris Webber et Sean Bradley. Et non, George Morezan. Muresan. Ouais. Ouais. Moi, j'ai pareil que toi, mais avec Ball à la place de Muresan. Donc, j'ai Penny, Ryder, Pippen, Weber et Ball. Ball. Et moi j'ai Penny Hardaway, Nick Van Exel, Scottie Pippen, Chris Webber et Morezan. Voilà. Très bien. On a Dans une l'idéal, petite... pour le 5, Ouais. je pense que j'aurais pris C-Web et effectivement McDice. McDice qui aurait pu jouer pivot et avec C-Web qui s'écartait, ça aurait été pas mal pour l'équilibre. Très bien. On a une dernière thématique, parce qu'il y a eu 2-3 questions dessus. Je vais vous poser la question pour réunir un peu. Il y a des questions de Thomas et de Louis notamment. Je vais lire celle de Thomas. Ça concerne les blessures des joueurs. Thomas nous dit, je trouve que les blessures des joueurs sont devenues de plus en plus régulières. Chaque jour, on apprend qu'un tel ou un tel est blessé, remettant complètement en cause la saison d'une franchise. Kawhi, Embiid, Zion, récemment Maxi, Durant, Holmgren. Comment est-ce qu'on explique cela? Ça a toujours été le cas ou est-ce que c'est plus médiatisé de nos jours? Je me rappelle de Stockton, inoxydable avec 16 saisons à 82 matchs, ou encore Jordan faire ses 82 matchs à 40 ans, avec 12 saisons à 78 matchs ou plus. Y a-t-il une stat de rencontres jouées de joueurs majeurs par saison? Et si oui, quelle est la tendance depuis les années 90? Comment expliquer toutes ces blessures avec les progrès de la préparation? Est-ce que c'est le niveau athlétique qui explique cela? Voilà ce qu'il nous demande. Et Louis, pareil, qui nous cite aussi des joueurs dont on n'a pas évoqué. Lui qui fait un lien avec les JO, un peu, qui demande s'il y a un lien avec les JO. Parce il se demandait s'il y aurait plus de blessés avec les JO, mais même des joueurs qui ne les ont pas disputés, comme Doncic, Hartenstein, Murray ou Vassell, ont été blessés très tôt dans la saison. Voilà. Est-ce que vous avez une piste de réflexion sur ces blessures en pagaille? Moi, je suis pas sûr qu'il y en ait plus qu'avant, en fait. Hein. Parce que là, dans les joueurs qu'on a cités, il y en a quand même plusieurs qui sont très fréquemment blessés. Je veux dire, Kawhi, Embiid et Kevin Durant, vu son âge, c'est pas... Je trouve pas ça si étonnant, en fait, qu'il soit blessé. Je saurais pas dire. Je suis pas sûr qu'il y ait plus de blessures qu'avant. Je pense qu'effectivement, par contre, les franchises, et tant mieux, quelque part, cherchent moins à tirer sur la corde que par le passé. Que ça soit que du côté des franchises du côté des joueurs, on est plus précautionneux et qu'on hésite plus à jouer avec des blessures. Et je le dis encore une fois, je pense que c'est une bonne chose pour l'intégrité physique des joueurs. Mais voilà, faut aussi que les joueurs jouent beaucoup plus longtemps. Avant, les mecs jouaient, mais enfin, tu regardes les cas des joueurs des années 90 ou même encore plus avant, ils jouent 10, 14 ans, c'était un maximum. Enfin, 14 ans, aujourd'hui, ça reste toujours beaucoup, mais genre, c'était le maximum. Jamais on imaginait jouer au-delà de ce type de faire des carrières plus longues que ça, quoi. Non, moi pareil, je suis pas d'explication et comme toi, je suis pas sûr que vraiment il y ait plus de blessures ou comme tu l'as laissé entendre, en fait, peut-être qu'on les poussait à jouer un peu plus souvent et que du coup, ça donnait l'impression qu'il y ait moins de matchs ratés. Mais tu vois, tout à l'heure, on a parlé de Penny. Enfin, tu vois, il y a des mecs qui ont eu des blessures à répétition. Il y en a quelques-uns. Après, est-ce qu'il y en avait moins? J'arrive pas à m'en rendre compte, en fait. On n'a pas vraiment de données statistiques. J'imagine qu'il y a des gens qui ont fait ce Il y en travail-là. a qui ont fait, ouais, je pense, c'est sûr. Ouais. Après, oui, ce qui peut paraître étonnant, c'est que les moyens de récupération et tout, les moyens de même je sais pas, les avions, tout ça, enfin, tout est normalement plus avancé qu'à l'époque.
Donc, je sais pas, est-ce que, oui, la question du jeu, est-ce que le jeu est plus athlétique? Enfin, est-ce qu'il y a plus de joueurs athlétiques qu'avant? Alors que pourtant, on dit que le jeu est moins physique que dans les années 80-90. C'est une question qui est difficile, je trouve. Mais moi, c'est juste parfois, on en a parlé ce matin, mais je suis juste étonné. À mon avis, j'ai quand même l'impression qu'il y a des staffs médicaux de préparation qui sont défaillants parce que sur les saisons où les Lakers avaient 14 blessés, là, les Pelicans qui ont tous leurs joueurs majeurs, même ceux qui jouaient pas avant dans l'équipe, qui étaient très peu blessés, qui se sont blessés, il y a quelque chose de l'ordre de l'organisation et de la méthode, certainement, mais je sais pas dans quelle mesure, mais je n'arrive pas à comprendre, quoi. J'ai un Mais truc après, à soulever. vas-y. Non, vas-y Théo. Après, j'ai un Oui. truc à soulever, mais vas-y. Vas-y, juste un truc. Franchement, dans les années 90-80, les mecs jouaient tout le temps blessés. Ils étaient tout le temps blessés. Jordan a fait l'essentiel de sa carrière avec une énorme tendinite au genou. Et je dis pas que c'était une bonne chose et je dis pas que c'est. Je suis pas en train de dire je regrette cette époque et les mecs ont qu'à serrer les dents et jouer. C'est pas ça que je dis. Mais avant, ça faisait partie aussi du quotidien. Pippen a fait des séries de playoffs entières avec le dos, avec une blessure au dos. C'était l'état d'esprit, la culture de l'époque. Et là, encore une fois, je pense que c'est mieux d'être précautionneux, parce qu'après, une fois que tu as fini ta carrière, tu as envie d'avoir une vie normale, entre guillemets, avec tes enfants, tes grands-enfants. Si tu regardes les joueurs des années 90 de ces années-là, quand tu les vois marcher, Ouais, Pippen, c'est terrible. tu vois ce que Pour je veux l'avoir dire, vu en vrai, tu vois qu'ils ont abusé leur corps. Donc, ouais, je pense qu'effectivement, les joueurs manquent plus de matchs maintenant et pour des raisons qui, par le passé, n'auraient pas permis aux joueurs de rater des matchs, mais je pense pas que ça soit une mauvaise chose. Moi, il y a un truc avec le jeu des années 90 plus physique. Tu vois, plus physique. Est-ce que plus de. Enfin, c'est pas plus physique, c'est peut-être plus de contact physique. Mais en soi, en tout cas, ça veut pas forcément dire plus intense. Et notamment, les grosses blessures, on sait que c'est rarement des blessures avec contact. Le jeu d'aujourd'hui, il est beaucoup plus rapide et tu cours beaucoup plus. Tu parcours beaucoup plus de distance, tu tapes beaucoup plus de sprint. Donc, il n'est pas forcément moins intense. Il est peut-être moins physique au niveau de la dureté sur l'homme, mais le jeu d'aujourd'hui, il est finalement peut-être encore plus intense et ça peut aussi jouer sur les corps, etc. Voilà, après, je soulève ça comme ça. J'en ai aucune idée de si c'est vérifiable ou non, mais en tout cas, on sait qu'il y a de plus en plus de courses et qu'il y a de plus en plus de distance parcourue, que le jeu est plus rapide. L'autre élément, comme c'est tout ce qui se passe avant d'accéder au niveau pro, ou en tout cas aux États-Unis, effectivement, après, les jeunes jouent trop en fait. Au lycée, ils font leur saison, ils jouent en tournoi AAU. Quand ils sont pas en train de jouer avec leur équipe, ils s'entraînent avec des entraîneurs personnels. Et c'est tout le temps le même sport. Et ça, c'est quelque chose qui est répété par la plupart. Enfin, c'est que le côté monosport, en fait, va favoriser trop de répétitions sur les mêmes efforts. Et je sais, j'avais entendu John McEnroe, par exemple, dire que aucun des parents, est-ce qu'il a une école de tennis là, à New York, et il expliquait qu'aucun des parents voulait l'écouter, mais lui, il n'arrêtait pas de leur dire, mais laissez vos gamins jouer et pratiquer plusieurs sports le plus longtemps possible, non seulement parce que ça leur permet de continuer d'être passionnés par le sport qui leur plaît le plus, et pas d'avoir de burn-out, comme on pourrait en parler tout à l'heure pour le basket, et aussi parce que c'est complémentaire. Et effectivement, je pense que la spécialisation trop rapide qu'il y a maintenant et la répétition trop fréquente des efforts à un âge où les athlètes sont pas matures peut-être, et là encore je suis pas un scientifique, il faudrait avoir une confirmation de ça, mais c'est des choses que j'ai pu lire à droite et à gauche, expliquer aussi des fragilités plus tard, une fois, qui se révèlent une fois pro. J'ai une dernière question pour vous, messieurs, un peu plus légère que ce sujet sur les blessures. Question d'Esteban qui nous dit « Orphelin du Hoop Culture après l'honteuse absence d'épisodes ce week-end, vous êtes vraiment des tirs au flanc avec vos seulement 262 podcasts, articles et MOOC par mois. Je me permets une question d'ordre musical, pas du tout liée au basket, une fois n'est pas coutume. Quel est pour chacun d'entre vous l'artiste ou le groupe qui est votre plaisir coupable, ou en tout cas que les gens ne s'attendraient pas à ce que vous l'écoutiez ?» Ça va être mauvais. C'est une bonne question. Alors, déjà, pour le Hoop Ça peut être vieux, Culture, je le répète, mais effectivement, on était désolé avec Pierre Armand. On a eu une galère technique qui a fait qu'on n'a pas pu enregistrer le Hoop Culture la semaine dernière, mais on sera là dimanche prochain, promis. Je réfléchis pendant que vous. Mais moi, je suis pas sûr d'avoir une réponse de plaisir. Ça peut être un truc vieux, hein, un truc où tu te dis, ou genre quand on se dit Antoine Pimel, il peut pas écouter ça, ou il a pas pu écouter ça à un moment de sa vie, tu vois. Et Ouais, en fait, si c'est pas un artiste vraiment, est-ce qu'il y a ça peut être un genre après, hein, où tu te dis, j'ai une phase. Tu vois, j'en sais rien. Hein. J'essaye qu'on trouve une réponse. Vas-y, Shai, si t'as une idée, je réfléchis. Moi, j'ai une période où j'écoutais beaucoup de.
de musique brésilienne, mais on en avait parlé avec Théo. Putain, mais ça, pour c'était le coup, je m'y attendais pas, effectivement. c'était Pardon. avec une artiste en particulier, j'avais flashé de fou sur Elis Regina, c'était une artiste des années 60-70, et même encore aujourd'hui, j'écoute beaucoup. Et après, sur ceux que les gens, le truc sur lequel les gens m'attendraient peut-être pas, fréquemment, j'écoute quand même beaucoup de vieilles chansons françaises, même encore aujourd'hui, en fait. Des très vieux, hein, pas des trucs trop modernes, hein, mais vraiment genre Brel, Brassens, Barbara et tout. C'est toujours c'est toujours ma cam, même aujourd'hui. Moi, je sais pas si j'ai un truc qui serait surprenant, tu vois, qui sortirait de l'ordinaire, qui sortirait de l'ordinaire que par rapport à certains. Antoine est une créature prévisible, voilà. Ouais, je pense pas que j'ai. Si je réfléchissais vraiment longtemps, je finirais par trouver, mais après, en plus, le pire, c'est qu'en ce moment, j'écoute plus du tout de musique, pour être sincère. Donc, j'ai même du mal à me projeter sur. T'as pas eu une période, t'écoutais pas de la tectonique au lycée? J'ai jamais écouté de tectonique. J'ai toujours. Après, oui, j'ai sans doute pas été que ouvert au rap et R&B, mais tu vois, par exemple, j'ai pu écouter des morceaux de rock, mais vraiment ponctuellement et pas un artiste, en fait. Donc, je rentrerai même pas dans cette catégorie. Si, peut-être. Et j'ai beaucoup écouté de Nelly Furtado quand elle chantait en espagnol. Et quand c'était avec. Je me souviens même plus du mec. C'était Juanes. Timbaland, non? Juanes. Oui. Oui, avec Timbaland, mais avec Juanes, avec Juanes. Ouais. le Colombien, là, ouais. Ouais, les trucs un peu merengués comme ça. Vas-y, j'ai peut-être eu une période comme ça un peu à un moment. Voilà. Putain, moi, j'ai du mal à trouver un plaisir coupable, hein. Honnêtement, quand j'étais gamin. Surprends-nous, Théo, surprends-nous. Non, alors tu parlais de Brel, etc. Moi, ma mère, elle écoutait tout ça, Brel, Brassens, ça, j'en ai beaucoup écouté quand j'étais gamin. Après, moi, j'ai eu une grosse période Renaud aussi quand j'étais le chanteur Renaud. Voilà la surprise. Voilà. Avant effectivement de croiser le chemin du hip-hop, et là, j'ai bifurqué, mais ouais, j'ai eu une grosse période Renaud quand j'étais gamin. Ouais. J'ai vu en concert même. Ah ouais. Ouais. Moi, je sais pas si c'est surprenant, mais j'écoute quand même pas mal de rock et de métal. Que c'est pas trop la musique liée au NBA, au basket, mais c'est comme je suis quand même très pop rock de base, mais on en avait parlé déjà dans un CQFR, hein, voilà. Donc je sais pas si c'est surprenant. Là. Très bien, messieurs, voilà pour cette aparté musical où on a appris que Théo écoutait du Renaud. Alors, j'avoue que là, imaginez Théo fredonner du Renaud avec la gouaille et tout, je pense que je pourrais payer pour voir ça à l'époque, pour avoir vu ça à l'époque. Et Antoine sur du Furtado, ça peut être sympa aussi. Ouais. Merci messieurs, merci à tous pour vos questions. Il y en a encore plein. De toute façon, on a le rendez-vous de ce week-end où je pourrais reprendre quelques-unes de celles qui n'ont pas été posées. Il y en a encore pas mal dans les cartons et vous pouvez continuer de nous en envoyer. N'hésitez pas. Yes, écoutez, on va s'arrêter là les gars et on se retrouve demain. Non, je suis en train de réfléchir, je vous le dirai en off la blague qui m'est venue en tête, mais bref, je la sortirai pas en on, désolé. Envoyer de l'argent directement. Exactement, on va s'arrêter sur... J'ai commencé par une intro absolument catastrophique, je vais terminer par une conclusion tout aussi catastrophique. Écoutez les gars, on se retrouvera de toute façon demain ou ce soir pour les adeptes de la Let's Session. On sera présent avec Shai vers 23h à peu près, je pense, autour de ces eaux-là, Shai. Yes. 23h, t'as entraînement ce soir? Ouais. Très bien, bon, tu me fais signe, mais sinon vers 23h, on sera en ligne sur Twitch. Pour ceux, si vous n'avez pas l'habitude de nous suivre, parce que là, on a fait un petit break assez conséquent, mais allez sur Twitch pour nous suivre et pour poser vos questions, pour discuter, on sera là. Oui, il y a le lien dans la description d'ailleurs, si vous voulez chercher la chaîne de Twitch de BS Rivers. Nickel. Allez, ciao à tous. Ciao. Ciao tout le monde. Is out there, and it's either play or get played.